This is on purpose. They are purposely being C'est misled. intentionnel. And Ils it sont goes back délibérément induits en to erreur. the Et cela remonte à la fin des années 1960s. 60, je dirais. The kinds of things that Les types de choses pour lesquelles la MMT MMT est connue, je is pense, known for saying, étaient assez bien connues I à la think fin de la Seconde Guerre was mondiale. pretty common Si knowledge. vous revenez en arrière et regardez le If financement you de la go guerre, back si vous and regardez say, les look at publicités télévisées de war l'époque, finance, si vous regardez les look at the campagnes pour television inciter les advertisements of the Américains et time. les Britanniques If you look at à the acheter les obligations campaigns du to gouvernement, get l'épargne Americans and patriotique, British il était bien to compris que le buy gouvernement government n'avait pas besoin bonds, de l'argent. patriotic savings, Il était bien compris que la raison it pour was laquelle vous well vendiez understood ces that everyone would obligations need the était money. d'inciter les It was consommateurs well à understood that the dépenser moins. reason you sold those bonds Pourquoi vouliez-vous qu'ils dépensent was moins? to get consumers Pour to libérer des spend ressources less. pour l'effort de guerre. Why did you want them En to d'autres spend termes, less? To release ils comprenaient que le resources gouvernement around. pouvait acheter toutes les So in other words, ressources. they understood the Il pouvait government could buy surenchérir all the sur le resources. secteur privé, It mais can vous obtiendriez outbid de the private l'inflation. sector. Chaque guerre avant la Seconde Guerre mondiale, nous et tout le monde avons toujours eu une inflation très élevée. Pourquoi? Parce que le gouvernement dépensait simplement plus d'argent. Why? Because the government just spent more money. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai enfin un économiste avec moi pour parler de la théorie monétaire moderne. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et je suis ravi d'avoir avec moi le professeur Randall Wray qui a écrit un manuel entier à ce sujet intitulé Modern Money Theory, a primer on macroeconomics for sovereign monetary systems. Le Dr. Wray est professeur d'économie au Bard College et chercheur principal à l'Institut d'économie Levy. Professeur Wray, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Professor Ray, thank you very much for coming online today. RestXF. Professor Ray, MMT in a nutshell. Professeur Wray, pouvez-vous expliquer la MMT en quelques mots et nous en dire un peu plus sur ce que c'est et comment elle diffère du modèle néoclassique standard que la plupart des étudiants apprennent encore de nos jours lorsqu'ils suivent Micro 101 et Macro 101? Juste pour une brève introduction. Just as a brief introduction to this. Okay, so modern money theory. D'accord. Donc la théorie moderne de la monnaie, nous dirons simplement MMT, car la plupart des gens la connaissent ainsi. La MMT examine très spécifiquement les systèmes monétaires dans les pays qui ont leur propre monnaie souveraine. Et ce que nous entendons par là, ce sont les pays qui créent leur propre unité monétaire. Donc aux États-Unis, nous avons le dollar, la Grande-Bretagne a la livre, et ainsi de suite. Ils ont donc ce que nous appelons leur propre monnaie. La monnaie est utilisée de nombreuses manières différentes. A currency is used in many different ways, but so I'm talking about the US dollar is our money unit. Je parle donc du dollar américain en tant qu'unité monétaire. Et puis les gouvernements émettent également ce que nous appelons la monnaie, c'est-à-dire les billets et les pièces. D'accord? Et donc, c'est utilisé dans ces deux sens. La plupart des pays font cela, ils ont leur propre unité de compte et ils émettent leur propre monnaie. Le deuxième point est que, si un gouvernement émet de la dette, en plus d'émettre de la monnaie, comme les obligations d'État, aux États-Unis nous avons les bons du Trésor américain, parfois appelés notes, bons et obligations, selon la durée jusqu'à l'échéance. Ils émettent leur propre dette dans leur propre monnaie. C'est important. Ainsi, le gouvernement des États-Unis n'émet pas d'obligations en livres sterling. So the United States government does not issue bonds in UK pounds. However, there are many countries. Cependant, il y a de nombreux pays qui émettent de la dette en devises étrangères. Et nous soutenons que tout ce que nous affirmons à propos des nations à monnaie souveraine ne s'appliquera pas à 100% aux pays qui émettent de la dette en devises étrangères. Les gouvernements imposent également des obligations. Autrefois, c'était principalement des frais et des amendes. Aujourd'hui, ce sont principalement des impôts dans leur propre monnaie. Et ils acceptent leur propre monnaie pour le paiement de ces impôts. Encore une fois, aux États-Unis,
vous utilisez des dollars américains pour payer vos impôts. Si vous remontez dans le temps, jusqu'à environ 1840, le gouvernement des États-Unis acceptait en fait des devises étrangères pour le paiement des impôts. Nous ne faisons plus cela, et la plupart des pays ne le font plus. D'accord, donc, si vous remplissez ces qualifications, nous disons que vous avez une monnaie souveraine. Et ensuite, les affirmations que nous faisons à ce sujet s'appliqueraient. La plus importante, la plus controversée, je suppose, mais je pense que la plus évidente, est que vous ne pouvez pas manquer de votre propre argent. Si vous créez votre propre argent, vous ne pouvez pas en manquer. D'accord? Et donc nous soutenons que le gouvernement américain ne peut pas manquer de dollars américains. Ils peuvent toujours en émettre plus. Maintenant, autrefois, quand nous disions émettre des dollars, nous voulions en fait dire que vous faites fonctionner la presse à imprimer et que vous imprimez de l'argent papier, un tampon qui dit que c'est $1 dessus. C'est ainsi qu'ils faisaient réellement leur paiement. Aujourd'hui, les gouvernements modernes ne dépensent pas de cette manière. D'accord? Et donc, nous pouvons entrer dans les détails sur la façon dont les gouvernements modernes dépensent, mais ce n'est plus en imprimant de l'argent. Ils créent de l'argent chaque fois qu'ils dépensent $1. D'accord. Cela prend une forme différente, principalement électronique maintenant, mais ils créent de l'argent chaque fois qu'ils dépensent. Ils ne peuvent pas manquer d'argent. C'est donc le point le plus important. Tu sais, la raison pour laquelle je voulais te parler, c'est que les gouvernements modernes et la MMT ont beaucoup de sens. Je fais habituellement des relations internationales. Et dans ce domaine, le réalisme est le genre d'école qui essaye d'analyser comment les choses fonctionnent. Pour moi, la MMT est l'équivalent de cela dans le monde économique. Parce qu'elle essaie de comprendre comment l'argent est réellement circulé, créé, et comment il s'interconnecte avec la politique. Le modèle néoclassique standard essaie de ne pas regarder cela du tout, prétend que c'est un acquis, puis parle de la demande et de l'offre pour expliquer tout et n'importe quoi. Les choses qu'il ne peut pas expliquer, il invente généralement un multiplicateur monétaire ou d'autres idées. Mais pourquoi la MMT, en ce moment? N'est-elle pas une façon courante d'enseigner dans les universités comment fonctionne le système monétaire? Je veux dire, est-ce que mon interprétation est correcte? Que la MMT est encore une école de pensée mineure au sein de la profession économique? Permettez-moi de revenir à 1996. C'est à ce moment-là que nous avons commencé ce projet, le projet MMT. Ce que les manuels vous disent, c'est que le gouvernement collecte des impôts, obtient de l'argent, puis le dépense. D'accord? Et c'est ce que la plupart des gens croient. Le gouvernement attend que les recettes fiscales arrivent pour pouvoir enfin dépenser. Et nous savions que ce n'était pas correct, d'accord? Sans même regarder comment les gouvernements dépensent réellement, nous savions que cela ne pouvait pas être correct, parce que nous venions d'une tradition macroéconomique keynésienne. Ici, je devrais entrer profondément dans la théorie, donc nous pouvons simplement l'ignorer. Permettez-moi de dire simplement que nous savions que ce n'était pas juste. Alors, vous savez, quelles sont les opérations que le gouvernement effectue pour dépenser? Nous savons que cette presse y prennent de l'argent et le dépensent ensuite. Alors, comment se fait-il qu'ils créent l'argent qu'ils dépensent? Je pense pouvoir dire honnêtement qu'aucun économiste n'avait la moindre idée de la façon dont le gouvernement dépensait réellement. Nous avons donc commencé à examiner en profondeur les détails pour voir comment ils dépensaient. C'était la première étape. Examinons les opérations réelles impliquées dans les dépenses gouvernementales. D'accord? Pour le dire très succinctement, ce qui se passe,
c'est que la Banque centrale effectue en réalité les paiements pour le Trésor. C'est comme ça que c'est fait. Ils effectuent ces paiements électroniquement en créditant les réserves d'une banque privée. Ensuite, les banques privées créditent le dépôt à vue du bénéficiaire des dépenses gouvernementales. Donc, si vous recevez des chèques de retraite de la Sécurité sociale, vous les déposez sur votre compte. Ce qui se passe, c'est que la banque envoie ses chèques à la Fed. La Fed crédite les réserves de la banque et la banque crédite votre dépôt bancaire. C'est ainsi que le gouvernement dépense. D'accord? Donc cela commence par la création de réserves par la Banque centrale. C'est ainsi que le gouvernement dépense. Vous savez, dans les concepts, il y a beaucoup de concepts dans le monde social sur la façon dont nous pensons aux choses. Et certains d'entre eux sont mal nommés, et certains d'entre eux sont très très mal nommés. Pour moi, les réserves de la Fed sont un exemple d'un concept extrêmement mal nommé. Parce que quand nous pensons aux réserves, nous pensons à quelque chose que vous accumulez et que vous avez en arrière-plan. Mais ce n'est pas ce que c'est, n'est-ce pas? Pourriez-vous me dire ce que sont les réserves pour la Fed? Could you tell me what reserves for the Fed is? Yeah. Well, yeah. So this goes back historically. Oui, eh bien, cela remonte historiquement à l'époque où les banques conservaient effectivement des billets de la Banque d'Angleterre dans leur coffre en tant que réserve. Donc si vous veniez et disiez « Hey, je ne veux pas de ce billet de banque de campagne que j'ai reçu en paiement, je veux le convertir en billet de la Banque d'Angleterre. Je fais plus confiance à la Banque d'Angleterre qu'à cette petite banque de campagne. » Ils en avaient donc quelques-uns en réserve. C'est de là que vient le terme. Ils avaient effectivement une réserve de ceux-ci. Aujourd'hui, les réserves prennent la forme d'un compte de dépôt que chaque banque privée a à la Banque centrale. Donc, dans le cas des États-Unis, toutes les banques ont des comptes à la Réserve fédérale. Et nous utilisons toujours ce terme de réserve. En fait, le réserve, la Banque fédérale de réserve, est un compte de dépôt qui se trouve à la Fed. That is at the Fed. And these are just electronic entries, just like your deposit. Et ce ne sont que des entrées électroniques. Tout comme votre compte de dépôt à votre banque n'est qu'une entrée électronique. Il n'existe que sous forme d'entrée électronique. C'est votre actif. Votre dépôt à vue est votre actif. Le dépôt à vue est le passif de votre banque. Que vous doivent-ils? Ils vous doivent le droit de le réduire en effectuant un paiement pour vous. Ainsi, votre banque privée effectue des paiements pour vous. Vous rédigez un chèque où vous pouvez effectuer un paiement électronique. La banque doit effectuer le paiement pour vous. Tant que c'est légitime et que vous avez effectivement un dépôt sur le compte ou une facilité de découvert, ils doivent effectuer le paiement pour vous. C'est exactement ce que fait la Banque centrale pour le Trésor. La Banque centrale effectue un paiement pour le Trésor, tout comme votre banque effectue un paiement pour vous. D'où vient l'argent? Les banques créent tous les dépôts. Donc votre banque a créé votre dépôt. La Banque centrale crée le dépôt du Trésor. Ce que je dis, c'est qu'il y a une analogie. Les banques privées font pour vous ce que la Banque centrale fait pour le Trésor. Il n'y a donc rien de mystique ou de magique à cela. Votre banque privée ne peut pas manquer de dépôt, pas plus que la Réserve fédérale ne peut manquer de dépôt pour le Trésor, car elles peuvent toujours les créer. Maintenant, elles pourraient ne pas être disposées à le faire pour vous, mais elles pourraient toujours le faire. Comment le font-elles? Nous appelons cela accorder un prêt. Elles peuvent toujours vous accorder un prêt ou vous laisser faire un découvert, ce qui revient au même. Et le Trésor peut toujours faire un découvert à la Banque centrale, tant que cela respecte les règles de fonctionnement. L'idée essentielle que la MMT fournit, du moins pour moi,
est que vous ne pouvez pas avoir d'argent sur le marché, au sens où nous l'utilisons aujourd'hui, sans avoir également de dette. Les deux vont de pair dans le secteur privé. Les deux vont de pair pour l'État. Et ils s'entrelacent de manière très importante. Et l'autre mot qui est si mal compris est la dette souveraine, car nous utilisons cette idée que la dette du pays, de l'État, est équivalente à notre dette que nous avons dans la vie quotidienne. Et c'est une image assez erronée, n'est-ce pas? Oui, car les entités privées peuvent toujours être contraintes de faire défaut sur leur dette, tandis que le gouvernement ne peut pas être contraint à un défaut involontaire. Maintenant, vous savez qu'aux États-Unis, nous avons cette limite de la dette. Nous avons fait l'autre jour. Oui, donc nous nous opposons à cela. Et le Trésor, si le Congrès ne se ressaisit pas et n'augmente pas ce plafond de la dette, alors le Trésor pourrait être empêché de faire des paiements qu'il pourrait facilement effectuer, mais qui ne sera pas autorisé à faire à cause de ce plafond de la dette que le Congrès a imposé au Trésor. Maintenant, j'appellerais cela un défaut volontaire, parce que le Congrès a volontairement décidé de forcer le gouvernement à faire défaut. Donc des défauts volontaires peuvent se produire. Ils sont extrêmement rares parce que c'est une politique stupide. Cela vous rend, vous savez, non crédible. Cela rend votre dette gouvernementale non crédible. Donc les pays ne font pas cela très souvent. Mais un défaut involontaire est littéralement impossible. Il serait impossible pour le Trésor américain de ne pas pouvoir effectuer le paiement parce qu'il est effectué par la Banque centrale, la Fed, et la Fed ne peut pas manquer de ses propres passifs. Parce qu'elle le crée elle-même. Elle crée son propre actif. C'est la seule institution qui... C'est pas vrai. Les banques sont également autorisées à le faire. Mais seules quelques institutions sont autorisées à le faire. Donc c'est une question politique. Oui, mais réfléchis-y. Peux-tu manquer de tes propres reconnaissances de dette? Non, je peux jouer écrire plus. Vous pouvez toujours écrire plus, et eux aussi. La différence est que les reconnaissances de dette de la banque sont largement acceptées, et les vôtres ne le sont pas. Les reconnaissances de dette de la Banque centrale sont encore plus largement acceptées que celles des banques. Voilà la différence. N'importe qui peut écrire « Je vous dois $5 », mais vous ne pouvez pas toujours les faire accepter. La chose difficile à comprendre est que nous pensons que toute dette doit être remboursée à un moment donné. Et quand nous entendons que le gouvernement américain doit, combien est-ce en ce moment? Combien de milliers de milliards en ce moment? 30 000 milliards de dollars. 32 000 milliards quelque part par là. Quelle est une mesure stupide pour commencer? Mais quand nous entendons cela, cela nous rend anxieux. Le discours dominant est que ce sont les générations futures qui devront rembourser les dépenses excessives d'aujourd'hui. Pouvez-vous en parler un peu? Eh bien, tout d'abord, la dette du gouvernement américain n'a été remboursée qu'une seule fois en une année. C'était en 1837. Nous n'avons jamais remboursé la dette depuis lors. Maintenant, il y a des périodes où nous avons un excédent budgétaire. Ceux-ci sont très rares. Lorsque vous avez un excédent, vous réduisez en fait une partie de la dette. Si vous avez un budget équilibré, la quantité de dette en circulation reste la même. Si vous avez un déficit, la quantité de dette en circulation augmentera. Si vous réalisez un excédent, la quantité de dette en circulation diminuera parce que lorsque les obligations arrivent à échéance, disons une obligation de 5 ans arrive à échéance, ils ne la renouvellent pas, ils ne la reconduisent pas et n'émettent pas une autre obligation de 5 ans.
Cela n'arrive que si vous réalisez un excédent. Donc nous avons des périodes, mais elles ont été très brèves. Nous n'avons eu que 7 périodes où nous avons réalisé des excédents budgétaires et avons pu rembourser une partie de la dette. Sinon, la dette a augmenté chaque année depuis 1789. Il est donc tout simplement faux de dire que vous devez rembourser la dette. Notre ratio dette-PIB, ce n'est pas seulement que la dette augmente, elle augmente plus vite que le PIB de presque 2% par an depuis 1789. Donc, elle croît plus vite que notre économie. Et cela dure depuis plus de 200 ans. Et je pense toujours à presque 250 ans. Si quelque chose peut durer 250 ans, cela peut probablement durer encore quelques années. Maintenant, le gouvernement doit-il jamais rembourser la dette? Non, il ne le doit pas. Ce qu'il doit faire, si vous détenez une obligation à 5 ans et qu'elle arrive à échéance et que vous exigez le paiement, ils vous paieront. C'est tout. Mais ils émettront une autre obligation à 5 ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'obligations d'État. Le marché obligataire est toujours sursouscrit. En d'autres termes, les personnes chanceuses peuvent les acheter. Les personnes malchanceuses repartent sans obligation. Il y a donc toujours plus de gens qui veulent les acheter qu'il n'y a d'obligations vendues. Je veux dire, d'un point de vue théorique, ce n'est même pas si difficile de comprendre l'idée que dans une économie en croissance, il y a une demande croissante pour plus d'argent qui sera dépensé pour plus de choses, n'est-ce pas? Donc naturellement, cela augmenterait. Mais le fait est que la dette nationale est en quelque sorte le reflet de la croissance de l'économie, parce que vous soulignez ce point dans votre livre. Et il est très important de savoir que la dette publique est un actif privé. Pouvez-vous peut-être en parler brièvement? Bien sûr. Donc, quand la plupart des gens parlent d'argent, ils pensent à leur compte de dépôt à la banque, à l'argent liquide et aux pièces. Et en général, cela croît avec la taille de l'économie. On peut donc dire que la masse monétaire augmente généralement avec l'économie. Les obligations d'État ressemblent davantage à un compte d'épargne. C'est donc l'épargne qui augmente. Et oui, à mesure que le pays s'enrichit, les gens veulent généralement que leur épargne augmente. Et les obligations d'État sont l'actif le plus sûr dans n'importe lequel des pays riches et développés. L'actif le plus sûr que vous puissiez posséder est la dette de votre gouvernement. Plus sûr que l'or. Oui, la valeur de l'or monte et descend. Cela va probablement toujours valoir quelque chose, mais vous ne savez pas combien cela vaudra. Les obligations d'État, si vous les conservez jusqu'à leur échéance, ne perdent jamais de valeur. Maintenant, lorsque les taux d'intérêt changent, la valeur d'une obligation change inversement. Donc lorsque le taux d'intérêt augmente, la valeur que vous pourriez obtenir en vendant votre obligation immédiatement avant l'échéance diminuera. Mais si vous les conservez jusqu'à l'échéance, vous recevrez l'argent promis par le gouvernement. Entre-temps, vous recevrez toujours des intérêts dessus. C'est pourquoi les gens achètent des obligations d'État. Elles sont sans risque en termes de défaut, et l'argent promis viendra toujours. Maintenant, il y a le risque de capital, ce qui signifie que lorsque les taux d'intérêt changent, si vous décidez de vendre votre obligation avant l'échéance, son prix pourrait augmenter ou diminuer. Il y a des cas, cependant, peut-être juste pour ajouter à cela. Je vis au Japon, et c'est tellement intéressant que les gens prédisent l'effondrement du Japon depuis environ 20 ans maintenant, parce que la dette publique du Japon est la plus importante au monde, et elle continue de croître. Le Japon ne s'effondre pas parce que, précisément, il ne peut pas. Il imprime sa propre monnaie. Mais il y a des cas où les gouvernements font défaut. Nous avons l'Argentine, notoirement, et nous avons eu l'exemple de la Grèce. Pourquoi cela arrive-t-il à ces pays?
Eh bien, ce sont toujours, ou avec une exception, des dettes libellées en devises étrangères. Et donc, si vous êtes l'Argentine et que vous émettez une dette libellée en dollars américains, vous devez obtenir des dollars pour effectuer ces paiements. C'est la différence. Ils ne peuvent pas simplement imprimer des dollars, ils doivent gagner les dollars, généralement par le biais des exportations ou des emprunts. Vous allez au FMI et dites « J'ai besoin de dollars pour couvrir mes paiements de dette libellés en dollars américains. » Vous allez au FMI et le FMI dit « Eh bien, la seule façon de le faire est de réduire votre secteur public, de licencier vos travailleurs, de briser vos syndicats et d'augmenter votre taux de chômage, puis nous vous prêterons des dollars. » Alors ils disent « Vous savez, à ces conditions, nous n'allons pas le faire. Nous allons faire défaut. » Donc, cela arrive. Mais les pays qui émettent leur propre monnaie et leurs obligations dans leur propre monnaie ne font pas défaut. Oui, et la Grèce était bien sûr endettée en euros, ce qui n'est pas leur propre monnaie souveraine. We were warning, Wynne Godley, who was at the Levy Institute with me, was warning, I think his first article was 1992. Le premier article était en 1992, avertissant le Royaume-Uni de ne pas rejoindre l'euro. C'est abandonner votre propre monnaie et vous perdrez le pouvoir souverain et deviendrez comme d'autres emprunteurs. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il avait raison. Donc nous avertissions depuis le début que cela pouvait arriver. Et ils ont décidé de faire un exemple de la Grèce. Si vous ne suivez pas nos règles, alors vous serez punis. Finalement, vous savez, la BCE a décidé que c'était une mauvaise stratégie. Et Draghi a dit, quoi qu'il en coûte, à partir de maintenant, nous ne laisserons pas cela se produire. À moins qu'il ne s'avère plus tard, à moins que vous ne soyez la Roumanie. Alors peut-être que cela vous arrivera. Donc la BCE a toujours eu la capacité de protéger toute nation membre, et probablement, ils ne permettront plus qu'une situation comme celle de la Grèce se reproduise. Une question réelle que je me pose et que je ne comprends pas, c'est pourquoi les États souverains ne créent pas les devises d'autres États souverains. Ou pourquoi n'est-il pas possible que, disons, la Suisse commence soudainement à créer des dollars américains, non pas en les imprimant physiquement, mais en les créant sous forme d'entrée numérique? Je veux dire, la Banque nationale suisse pourrait ouvrir une feuille de calcul, l'appeler USD, et simplement y entrer des montants, puis les échanger. Non? Pourquoi pas? Mais vous devez être capable de convertir pour vous assurer que vos soi-disant dollars valent autant que les dollars américains. Donc, en fin de compte, vous devez être capable de les convertir. L'Équateur émet des dollars et ils sont équivalents aux dollars américains. Et les deux circulent en Équateur. Mais l'Équateur doit maintenir une réserve de dollars américains pour s'assurer qu'il n'y ait pas une fuite des dollars équatoriens vers les dollars américains et une demande de conversion de tout ceci. C'est pourquoi ce n'est pas faisable. En fait, des pays le font et des banques privées en Europe le font aussi. Elles ont des comptes de dépôt à vue en dollars. Elles accordent des prêts hypothécaires en dollars. Elles ont fait beaucoup de cela avant la grande crise financière. Et lorsque la Fed a dû intervenir dans le système financier pour sauver le système financier américain, elle a également sauvé le système financier mondial en fournissant des dollars aux banques centrales des pays européens, en Corée du Sud et au Japon, qui avaient mis des comptes libellés en dollars parce qu'elles devaient honorer ses promesses de pouvoir livrer des dollars. La Fed a finalement dépensé et prêté 29 000 milliards de dollars pour sauver le système financier mondial à la fin de la crise financière mondiale. Environ 40% de tout cela était en dehors des États-Unis parce qu'il y avait tellement de dettes libellées en dollars émises par des banques étrangères. Donc c'est possible, mais quand la situation devient critique,
Il faut vraiment pouvoir mettre la main sur ces dollars. When push comes to shove, you actually have to be able to get a hold of those dollars. So the principal problem is that if somebody Donc, le problème principal est que si quelqu'un d'autre que le gouvernement des États-Unis, sous la forme de la Fed, émet des comptes de dépôt en dollars américains ou quoi que ce soit, il crée essentiellement sa propre mini-monnaie que les autres banques doivent encore être prêtes à accepter comme paiement. Et si elles ne le font pas, alors cela s'effondre. Cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas? It collapses, it doesn't work, right? Yeah, the Fed has to be the central bank for La Fed doit être la banque centrale pour l'ensemble du système mondial du dollar afin d'empêcher son effondrement. Et la Fed a montré qu'elle le ferait. Est-ce par bonté de cœur des Américains? Non. And you know what? Is this out of the goodness of the heart of Americans? No. It's because C'est parce que le dollar est la monnaie de réserve internationale. Et pour conserver ce statut, il faut croire que la Fed le fera. D'accord. Et la Fed a montré qu'elle le ferait, et donc le dollar reste la monnaie de réserve internationale. Que se serait-il passé si la Fed ne l'avait pas fait? Qui sait? Une autre monnaie aurait pu émerger pour remplacer le dollar dans le monde. Il y a une autre institution vraiment intéressante dans toute cette pyramide des bilans parmi les banques, et c'est la Banque des règlements internationaux, où de nombreuses banques centrales ont des comptes. La BRI a-t-elle un rôle structurel dans le système monétaire mondial? Does the BIS have a structural role in the global monetary system? Yeah, it does. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit, je ne m'occupe pas vraiment de l'international. À part les règles qui sont convenues, je ne sais pas grand-chose de son fonctionnement. Okay. D'accord. Mais au niveau national, l'idée est souvent que le gouvernement peut manquer d'argent. Et nous en avons déjà parlé, mais les États-Unis ont encore une fois évité une fermeture, parce qu'ils ont pris une décision politique pour l'éviter, pour relever le plafond de la dette. Mais je pense que c'est une croyance. Je pense que les gens croient que la dette publique est une mauvaise chose et qu'ils veulent l'éviter. En même temps, nous avons des banquiers centraux à la Fed et surtout des banquiers d'investissement, etc. Les gens gagnent réellement de l'argent avec de l'argent. Ils ont besoin de comprendre les mécanismes et ils le font. Mais le grand public considère toujours la dette publique comme quelque chose de mauvais. Comment pensez-vous, dans la population en général, à quel point est-il bien compris comment le système monétaire fonctionne réellement? How the monetary system actually works. Oh, it's definitely not understood. Oh, ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement pas compris. Et je pense que dans une plus large mesure que vous ne l'auriez probablement pensé, c'est intentionnel. Ils sont délibérément induits en erreur. Et cela remonte à la fin des années 60, je dirais. Les types de choses pour lesquelles la MMT est connue, je pense, étaient assez bien connus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous revenez en arrière et regardez le financement de la guerre, si vous regardez les publicités télévisées de l'époque, si vous regardez les campagnes pour inciter les Américains et les Britanniques à acheter les obligations du gouvernement, l'épargne patriotique. Il était bien compris que le gouvernement n'avait pas besoin de l'argent. Il était bien compris que la raison pour laquelle vous vendiez ces obligations était d'inciter les consommateurs à dépenser moins. Pourquoi vouliez-vous qu'ils dépensent moins? Pour libérer des ressources pour l'effort de guerre. En d'autres termes, il comprenait que le gouvernement pouvait acheter toutes les ressources. Il peut surenchérir sur le secteur privé, mais vous aurez de l'inflation. Avant la Seconde Guerre mondiale, nous et tout le monde avons toujours eu une inflation très élevée. Pourquoi? Parce que le gouvernement dépensait simplement plus d'argent et faisait monter les prix pour pouvoir les consacrer à l'effort de guerre. Donc, vous aviez toujours une forte inflation.
Toutes nos fortes inflations étaient associées aux guerres. C'était très typique. Et cela s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. Pour les États-Unis, la Première Guerre mondiale n'était pas une grande guerre, donc ce n'était pas aussi grave pour nous que pour la Grande-Bretagne. John Maynard Keynes a écrit un petit pamphlet « Comment payer la guerre ?» Il souligne qu'il ne parle pas de trouver l'argent, mais de libérer les ressources. Il faut que le secteur privé cesse de consommer. Il a dit qu'une façon est l'épargne patriotique. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir des augmentations d'impôts, du rationnement, des contrôles des salaires et des prix, et tout cela pour essayer de prévenir l'inflation. Donc le grand enjeu était de lutter contre l'inflation. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ils ont utilisé le plan de Keynes et les États-Unis ont également adopté des stratégies très similaires. Alors, vous essayez de faire en sorte que la population épargne. Vous essayez de reporter toutes les augmentations de salaire. Le gouvernement a travaillé avec des entreprises privées et des syndicats pour convenir de maintenir les salaires stables pendant la guerre, alors que bien sûr nous étions bien au-delà du plein emploi et que les travailleurs auraient pu exiger des salaires plus élevés. Nous avons dit, nous allons vous donner la récompense à la fin de la guerre. Il était donc bien compris que le gouvernement ne peut pas manquer d'argent. Trouver l'argent n'était pas le problème. Trouver des ressources était le problème, et cela était compris. Mais dans les années 1960, les économistes, et peut-être que tous vos téléspectateurs le savent, ont tendance à être très conservateurs, orientés vers le libre marché et anti-gouvernement. Bien sûr, pas tout cela, mais la majorité, surtout en Amérique et en Grande-Bretagne, ce qu'on appelait l'économie politique britannique, qui passe ensuite aux États-Unis et devient notre théorie moderne du cycle économique réel, néoclassique, le nouveau consensus monétaire et tout cela. Donc c'est la grande majorité des économistes traditionnels. Ils sont tous anti-gouvernement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'idée de la contrainte budgétaire du consommateur, qui est enseignée dans tous les cours de microéconomie. Le consommateur fait face à une contrainte budgétaire, ce qui bien sûr est plus ou moins raisonnable dans le cas d'un consommateur. Vous pouvez dépenser vos salaires ou vous pouvez emprunter, mais vous devez être très prudent avec l'emprunt, car vous pouvez avoir des problèmes. Ils ont appliqué cela au gouvernement. Et ça s'est produit à la fin des années 60. Il n'y avait jamais eu cette notion qu'il existe une contrainte budgétaire gouvernementale similaire à celle d'un ménage jusqu'à la fin des années 60. Donc les économistes ont fait cela et ils ont convaincu les politiciens que, tout comme un ménage, il faut équilibrer son budget. D'accord? Les gouvernements ne se comportaient jamais de cette manière, sauf sous les étalons or. Mais vous savez, si vous remontez dans le temps en Grande-Bretagne, il était courant que le gouvernement soit endetté. Dans l'Amérique du début, en fait, les pères fondateurs comprenaient qu'il était bon pour le gouvernement d'être endetté, que c'était bon pour la population de détenir de la dette publique. C'est donc à ce moment-là que cela a commencé à changer. Il y a eu une réaction contre ce qu'on appelle l'économie keynésienne et la contrainte budgétaire a été appliquée au gouvernement lui-même. C'est fascinant. Pensez-vous que cela ait quelque chose à voir avec ce mouvement idéologique, la lutte entre le capitalisme et le communisme, et la nécessité de contenir la gauche? Parce que la gauche, ce sont ceux qui disent « dépensez simplement, donnez simplement aux gens ce dont ils ont besoin ». Et vous avez besoin d'un contre-récit pour dire « nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'argent, n'est-ce pas ?» Et c'est le récit que nous avons. Le plus drôle, c'est que le récit disparaît toujours ou est en pause quand il s'agit des dépenses militaires. De nos jours, nous sommes clairement des keynésiens militaires, n'est-ce pas? Mais socialement, comment devrions-nous les appeler?
des fanatiques de l'austérité sociale. Pensez-vous que cela remonte à la guerre froide? I think it goes back to this one, the Cold War. Well, yes. Eh bien, oui. Maintenant, en Europe, en général, le filet de sécurité sociale était meilleur et plus solide qu'aux États-Unis. À la fin des années 60, les syndicats étaient en général plus forts qu'aux États-Unis. Et il est possible que l'inflation qu'ils ont commencé à connaître était due à une demande excessive. Et donc, il y a eu une réaction contre cette partie, pas contre les dépenses militaires, bien sûr, mais une réaction contre les dépenses sociales parce qu'ils avaient trop de demandes et une réaction contre les syndicats. Ils demandaient des salaires trop élevés et donc ils avaient de l'inflation. Je pense que dans le cas des États-Unis, les mêmes arguments ont été avancés, mais je pense qu'ils étaient faux pour les États-Unis. Même si nous élargissions le système de protection sociale, nous menions la guerre du Vietnam. Et donc l'argument était, vous savez, que la guerre contre la pauvreté et la guerre au Vietnam causaient l'inflation. Et c'est pourquoi nous devions maîtriser les dépenses publiques. Je ne pense pas que c'était vrai. Notre inflation est arrivée plus tard qu'en Europe. Elle était plus basse jusqu'à ce que l'OPEP quadruple le prix du pétrole. C'est vraiment ce qui a causé cela pour les États-Unis. C'est de là que vient notre forte inflation. Donc je pense qu'ils pointaient du doigt le mauvais endroit. Ce n'était pas le système de protection sociale. Mais oui, cela a ouvert la possibilité de blâmer l'aide sociale. Et puis nous avons eu une très longue période qui a finalement culminé avec Bill Clinton, qui a supprimé l'aide sociale. Il a mis fin au système de protection sociale aux États-Unis. Un démocrate. Mais c'était en quelque sorte la pierre angulaire de cette réaction complète contre l'État-providence. Fascinante. Tout à l'heure, à voix basse, vous avez dit que vous murmuriez « étalon or ». Et je pense que c'était un changement énorme, n'est-ce pas, lorsque Nixon a dissous l'étalon or. Dans mon esprit, le système monétaire sous un étalon or et ce qui est venu après, c'était quoi? 72, 73 sont deux bêtes différentes. Est-ce correct? Pourquoi cela a-t-il été un changement si fondamental? Why was that such a fundamental shift? Yeah. Let me just begin. Permettez-moi de commencer. La plupart des gens pensent que l'étalon or était la norme, que si l'on remontait des centaines, voire des milliers d'années, l'or était de l'argent, et la valeur des pièces était déterminée par la quantité d'or qu'elles contenaient, etc. C'est tout simplement faux. L'étalon or était principalement un phénomène du 19e siècle. Les pays adoptaient et abandonnaient l'or. En période difficile, ils abandonnaient toujours l'étalon or. Puis lorsqu'ils le rétablissaient, ils essayaient de le réadopter. Cela n'a jamais duré très longtemps, parce que l'étalon or impose trop de contraintes sur les dépenses publiques et force l'austérité dans le pays. La seule façon de gagner avec un étalon or est d'être un exportateur. C'est pourquoi le mercantilisme était très populaire. Adam Smith a écrit son livre en 1766 contre le mercantilisme. Mais la raison de sa popularité était l'étalon or. Donc de manière quelque peu ironique, la seule exception où la monnaie était rattachée à l'or puis à l'argent, et qui a duré très longtemps, était la Grande-Bretagne. Ainsi, le Royaume-Uni avait vraiment un étalon métallique, et ils ont maintenu la livre assez rigidement rattachée à celui-ci pendant toute cette période, de la reine Élisabeth jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent lors de la Grande Dépression. Nulle part ailleurs n'avez-vous eu une expérience aussi longue avec l'étalon or. Ce que je dis, c'est que ce n'était pas une chose normale, sauf en Angleterre pendant 400 ans. C'est de là que vient l'idée. Tous les pays ont abandonné l'étalon or pendant la Grande Dépression. Je pense qu'il y a un document qui montre que ceux qui l'ont abandonné plus tôt ont en fait mieux réussi que ceux qui l'ont abandonné plus tard.
Si vous l'avez abandonné tôt, vous n'avez pas eu une expérience aussi mauvaise. Puis nous sommes entrés dans la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une réunion a eu lieu à Bretton Woods, aux États-Unis. Keynes était le représentant de l'Angleterre pour décider du type de système monétaire que nous allions avoir après la Seconde Guerre mondiale. Il ne voulait pas adopter un étalon or parce que, typiquement, ceci ne durait qu'une génération au maximum, puis les pays s'en détachaient. Keynes proposait un système Bancor dans lequel vous aviez cette monnaie internationale non liée à un pays particulier, de sorte que aucun pays particulier n'obtiendrait un avantage comme celui dont la Grande-Bretagne avait bénéficié avant la guerre et comme celui dont les États-Unis ont bénéficié après la guerre. Mais la Grande-Bretagne était trop faible dans les négociations. Les États-Unis ont obtenu le système qu'ils voulaient, à savoir que tout le monde est rattaché au dollar, et les États-Unis promettent de s'arrimer à l'or. Ça a fonctionné correctement, mais cela n'a fonctionné que pour une génération, ce qui est aussi longtemps qu'elle dure. Au début des années 1970, il y avait beaucoup plus de créances en dollars dans le monde qu'il n'était possible de convertir en or. D'ailleurs, les Américains ne le savent généralement pas. Les Américains ne pouvaient pas convertir les dollars en or. Donc, c'est une sorte d'étalon or étrange. Seuls les étrangers pouvaient convertir les dollars en or. Quoi qu'il en soit, dans la période d'après-guerre, les États-Unis étaient le principal exportateur parce que l'industrie était détruite au Japon et en Europe. Et donc, cela a bien fonctionné parce que les pays avaient besoin du dollar pour acheter des exportations américaines. Il y avait donc une grande demande de dollars. À la fin des années 60, il y avait beaucoup de dollars supplémentaires dans le monde et les États-Unis n'étaient plus le principal exportateur. Nous perdions nos avantages à mesure que tout le monde se remettait et Nixon pouvait voir ce qui se profilait. La France, sous De Gaulle, a accentué la pression en menaçant de convertir tous les dollars qu'elle possédait en or. Alors Nixon a abandonné l'étalon or et cela a été la fin. Depuis lors, nous sommes sur un système de taux de change flottant basé sur le dollar. Second last question. Avant-dernière question. Un nouveau changement qui est sur le point d'arriver est que pour le moment, les seuls actifs de la Banque centrale que nous, les particuliers, sommes autorisés à posséder sont les billets de banque et les pièces de monnaie, n'est-ce pas? Ce sont les seuls actifs de la Banque centrale que nous pouvons avoir sans passer par l'une des grandes institutions. Mais il y a maintenant une proposition sur la table pour changer cela et rendre la monnaie numérique émise directement par les banques centrales disponible pour nous. Pensez-vous que cela aura un impact sur le fonctionnement du système monétaire ou est-ce simplement une nouvelle forme mineure d'actifs? Eh bien, ça dépend exactement de la manière dont c'est mis en œuvre. Donc, si chaque individu va avoir un compte de dépôt à la Banque centrale, pour moi, ça soulève deux questions. La première concerne la confidentialité. Donc maintenant, le gouvernement a directement vos informations financières, ou du moins, y a accès. Il pourrait essayer d'imposer une sorte de confidentialité, et je ne sais pas comment il ferait cela. La deuxième question est de savoir comment est le système bancaire. Si vous regardez ce que fait une banque traditionnelle, je ne parle pas d'une banque d'investissement comme Morgan Stanley ou quelque chose de ce genre, car elles sont dans un type d'activité différent. Eh bien, elles émettent des dépôts et accordent des prêts commerciaux. C'est donc la banque traditionnelle. Elles accordent des prêts aux entreprises pour que celles-ci puissent acheter les matières premières et payer les salaires des travailleurs jusqu'à ce qu'elles obtiennent la production
et puissent la vendre pour obtenir des revenus. Vous créez donc des dépôts que les entreprises utilisent pour payer les salaires, et ces salaires sont utilisés pour acheter la production des entreprises. Il y a donc une sorte de boucle fermée. Cela finance principalement la production et la vente de biens de consommation et d'autres intrants des processus de production. D'accord. Eh bien, que se passe-t-il si la Banque centrale devient l'émetteur des dépôts? Quel type de passifs les banques commerciales vont-elles émettre? L'avantage de contrôler le système de dépôt à vue est que c'est une source de fonds relativement bon marché. Aujourd'hui, aux États-Unis, les dépôts à vue ne rapportent presque rien. Et il y a certains coûts liés à l'exploitation du guichet et du distributeur automatique, ainsi qu'à l'entretien d'un hall d'accueil raisonnablement agréable dans la banque. Mais ils ont beaucoup économisé là-dessus, en incitant les gens à utiliser leurs ordinateurs et à ne jamais aller à la banque, n'est-ce pas? Mes étudiants universitaires n'ont jamais vu de chèque auparavant. Ils ne savent même pas ce que c'est, n'est-ce pas? Ils font tout sur leur montre. Ils ont donc considérablement réduit les coûts de gestion du système de dépôt. Alors, quel type de passifs vont-ils émettre pour financer leur position dans les prêts commerciaux? Maintenant, les petites banques fonctionnent encore de cette manière. Pour les grandes banques, comme Chase Manhattan et ainsi de suite, c'est beaucoup moins un problème, car elles sont impliquées dans toutes sortes d'activités. Le marché des prêts commerciaux peut disparaître, et cela ne les affectera probablement pas du tout. Ce qu'elles font, c'est tout titriser de toute façon, simplement emballer des titres et les vendre à des fonds de pension. Mais pour les petites banques, je ne sais pas comment ça va les impacter. Donc, votre inquiétude est que les CBDC pourraient mettre les petites banques commerciales en faillite. Et vous savez, j'étais à une réunion ici à Tokyo hier, il y a 5-6 ans, et l'un des gouverneurs de la Banque centrale suisse était là, et on lui a demandé, par exemple, « Quand allez-vous enfin lancer un projet de CBDC ?» Et elle a dit, « Écoutez, c'est délicat. Nous ne sommes pas dans ce domaine. C'est pas notre rôle, du moins pour l'instant. » C'est ce qu'elle voulait dire, n'est-ce pas? C'est comme si la Banque centrale commençait à concurrencer directement les petites banques de détail locales. Je pense que oui. Et vous savez, c'est difficile pour moi de voir l'argument pour lequel nous avons besoin de cela, parce que tout est déjà numérique. Oui. Donc les arguments sont, l'un est, eh bien, nous allons utiliser la blockchain, donc vous obtenez vraiment de la confidentialité. D'accord, très bien. Allez vous faire confiance à la Banque centrale pour ne pas avoir un moyen d'y accéder. Passe, nous savons qu'on exchange n'est pas complètement opaque. Le gouvernement peut y accéder. Et l'autre argument que je pense être valable est que les banques discriminent en particulier les personnes à très faible revenu. Donc aux États-Unis, nous avions 25% de personnes non bancarisées. Je ne sais pas si c'est toujours le bon chiffre ou non. Les banques préfèrent évidemment les gros dépôts aux petits dépôts parce qu'il est moins coûteux d'avoir une personne avec un dépôt d'1 million de dollars plutôt qu'1 million de personnes avec des dépôts d'1 dollar. Donc nous avons une population non bancarisée. Mon alternative serait un système d'épargne postale que nous avions aux États-Unis jusqu'en 1965. Le Japon avait la plus grande banque du monde, qui était la banque d'épargne postale japonaise. Utilisez les bureaux de poste, d'accord. Et Ronald Reagan, exact dirigeant. Pourquoi avez-vous besoin d'une banque centrale pour faire cela? Vous avez déjà des bureaux de poste partout. Malheureusement, aux États-Unis, nous les avons fermés
en partie à cause du président Trump lorsqu'il était en fonction. Alors, rouvrez ceux que nous avons fermés. La plupart des gens peuvent marcher ou faire du vélo jusqu'à leur bureau de poste. Leur donner un compte gratuit et leur permettre de faire tout ce qu'ils peuvent faire dans une banque via le bureau de poste. Et cela résout ce problème, je pense. Je pense que c'est une meilleure solution qu'une banque centrale. C'est une discussion fascinante et j'aimerais encore la poursuivre pendant un bon moment, mais nous devons conclure. Où recommandez-vous aux gens d'aller pour trouver peut-être vos écrits et en général pour s'informer sur une manière réaliste de voir l'économie? Quelle est la meilleure ressource unique? What's the best one-stop shop? Okay, well, the Levy Institute, D'accord. Eh bien, l'Institut Levy, www.levy.org, je ne pense pas que ce soit le site officiel, mais ça vous y mènera. Nous avons, je pense, des milliers d'articles publiés là-bas de différents types, des documents de travail, des notes de politique, des notes d'orientation, des résumés. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, portent sur des questions de politique, y compris les politiques MMT, mais toutes sortes de questions de politique. Et beaucoup d'entre eux sont écrits pour un public général. Certains sont plus techniques. Et puis pour la MMT, vous avez mentionné un de mes livres. Pour le vraiment basique, j'ai un livre de bande dessinée sur la MMT, L'argent pour les débutants, que tout le monde peut lire. Ma fille de 6 ans l'a emporté en classe pour le lire, et cela peut donner une compréhension de l'argent. Et puis un autre appelé and can give an understanding of money, and then another one called Making Money Work for Us, which is aimed at, say, high Faire travailler l'argent pour nous, qui s'adresse, disons, aux lycéens et plus, aux lycéens et étudiants, ou à la population générale sur la MMT. Le livre de Stephanie Kelton est également très simple pour un public général. Et enfin, permettez-moi de dire qu'il y a un documentaire sur la MMT. Il s'appelle Finding the Money et il est maintenant disponible en streaming. Il est en anglais, mais il sera très bientôt doublé en chinois et je ne sais pas dans quelles autres langues. C'est vraiment fantastique. C'est divertissant, complètement précis sur la vision MMT du fonctionnement des choses. C'est historique et intéressant et ça vous donne vraiment beaucoup d'informations sur la vision MMT du monde. Je vais trouver le lien pour celui-ci et tout mettre dans la description de cette vidéo. Tout le monde, allez voir. Professeur L. Randall Wray, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. D'accord, merci. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.